Bonjour. Je suis venu vous parler de l'idée de monter un centre de recherche un petit peu spécial. Je vais vous parler de transfert de technologie, de sac à patates, de bateaux, de surf et de chercheurs d'or. Je vais tenter de vous expliquer l'idée Gold of Bengal. Mais d'abord, il faut que je vous plonge dans le contexte. Je vis au Bangladesh. Vous voyez l'Inde, c'est en haut à droite. C'est là que le Gange, le Brahmapoutre et la Meghna, qui sont trois fleuves gigantesques, se rejoignent pour former un des plus grands deltas du monde. C'est là qu'il y a la mangrove la plus grande du monde et le tigre du Bengale, par exemple. Mais par contre, si vous voulez vous imaginer dans une grande ville du Bangladesh, ça ressemble plutôt à ça. C'est beaucoup moins beau. Il y a des grands buildings partout qui sont crasseux, reliés entre eux par des fils électriques qui forment des espèces de grosses toiles d'araignée, une pollution épaisse qui vous pique les yeux, qui vous gratte la gorge. Vous avez les pieds plantés dans la boue, avec les semelles des sandales qui font ventouse, qui vous font des lignes de boue dans le dos. Il y a un monde fou, des vélos, des rickshaws, des CNJ, des voitures, etc. Mais c'est quand même dans ces situations-là qu'on voit des espèces de scènes amusantes. Vous pouvez voir à un carrefour une charrette à cheval s'arrêter à côté d'une Mercedes. Vous pouvez voir dans une rue un peu style décor colonial britannique, un fast-food à l'américaine. Vous pouvez voir un homme torse nu qui balade sa vache, normal, croiser un businessman qui va à un meeting. Et même en pleine campagne, vous vous baladez en pleine cambrousse et vous pouvez voir sortir des fourrés un jeune ado qui vous fait « Facebook ?» Il parle à peine anglais, il sait à peine lire, il n'a jamais entendu parler du Minitel, ni du tatou, et il surfe mieux sur Internet que ma grand-mère. Et ça fait des scènes marrantes, mais pour moi, ces décalages, ils illustrent un vrai problème du Bangladesh. C'est qu'on est en train de faire un transfert de technologie qui est tellement brutal, tellement rapide, qu'ils n'ont pas le temps de s'adapter. Et en fait, ils absorbent tellement vite les nouveautés de l'Occident qu'ils oublient les richesses locales. Et je trouve aberrant qu'un pays comme le Bangladesh aille jusqu'à rêver et même copier notre mode de vie, alors que son histoire, sa culture, sa situation géographique, son climat, sa mentalité, ses savoir-faire, ses ressources naturelles, tout est différent. Dans l'idéal, il faudrait qu'on ne fasse pas des transferts de technologie comme ça, mais qu'on ait des synergies pour que chaque territoire se développe vraiment en fonction de son identité. Comme sur l'image. En fait, quand je suis arrivé il y a 4 ans au Bangladesh, j'ai vu une belle illustration, une illustration concrète de ces transferts de technologie. C'est le pays de la plus grande flotte de bateaux au monde. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de bateaux. Jusqu'ici, tous les bateaux ils se défendent en bois. Mais comme ils ont beaucoup déforesté, le bois coûte de plus en plus cher. Je discutais il y a encore 2 semaines avec le patron d'une scierie, à Chittagong. Il me disait qu'il importait son bois de Birmanie, de Malaisie, d'Amérique du Sud et même du Ghana. Imaginez les bateaux du Bangladesh faits avec les arbres du Ghana. Bon. Et bref, du coup, il commence à se mettre à faire des bateaux en matériaux composites, un mélange de fibres de verre et de résine. C'est simple, vous prenez un moule de bateau, vous mettez de la toile de verre, ça ressemble à ça, dans le moule, vous imprégnez de résine, et quand la résine durcit, vous sortez le bateau du moule, et ça fait des bateaux qui durent longtemps, et qui sont très solides. C'est ce qu'on fait en France depuis peut-être 40 ans. Mais il y a 2 inconvénients. Le premier, c'est que d'un point de vue écologique, c'est pas terrible, parce que ça prend beaucoup d'énergie à la production, ces fibres de verre, c'est des bains de fusion à plus de 1500 degrés d'où ils tirent les fibres. Et en fin de vie des bateaux, on ne sait pas quoi en faire. C'est pas recyclable, ça coûte très cher de le dégrader. Et le second problème, c'est un problème économique, c'est que ça ne participe pas tellement au développement économique du Bangladesh, puisque c'est une fibre qui est importée et faite par des boîtes occidentales. Mais à la fois, le Bangladesh n'a pas tellement le choix, parce qu'à chaque tornade, à chaque cyclone, il y a des milliers de pêcheurs bengalis qui meurent en mer à cause de leurs bateaux en bois pourri. Alors est-ce que le Bangladesh doit garder ses bateaux en bois et sacrifier ses pêcheurs, ou est-ce qu'on doit leur transférer la technologie fibre de verre, mais répliquer la même erreur écologique que nous?
et ben, je me suis mis à travailler sur une alternative à ça. Et par chance, à ce moment-là, j'habitais sur un bateau en bois sur un bras du Brahmapoutre. Je travaillais dans un chantier naval de construction de bateaux en fibre de verre. Et juste à côté de mon bateau, il y avait une usine de production de toiles de jute. La toile de jute. Et du coup, naturellement, je me suis mis à essayer de voir si, en imprégnant la toile de jute, comme ce qu'on faisait pour les bateaux en fibre de verre, si ça marchait. Vous connaissez la toile de jute ? C'est ce qui faisait les sacs à patates, les sacs de courrier, les sacs de la poste, il y a encore quelques années. Et les semelles des espadrilles de Gaston Lagaffe aussi. Et en fait, le jute, c'est une plante de 3-4 mètres de haut qui pousse principalement dans cette région, à 90%. Ça pousse en 3 mois, ils le coupent au bout de 3 mois à la base, ils le mettent dans l'eau, comme on voit sur l'image, ils enlèvent la fibre de la partie centrale, ils la font sécher, et puis ça part souvent en bateau jusqu'aux usines de production de toiles de jute. Et en fait, ils ont développé un vrai savoir-faire là-dedans. Et c'est ce qui a fait la richesse de la région jusqu'à la fin des années 80. Ils appellent ça même l'or du Bengale, la Golden Fiber. Et ça fait encore vivre environ 40 millions de Bangladais, directement et indirectement. Et ils ont même un ministre du jute. Mais sauf qu'aujourd'hui, il s'appelle ministre du textile et du jute, parce que le jute est passé de 80% des exportations à 5%. Et parce qu'il y a eu la montée des fibres synthétiques, maintenant nos sacs à patates sont plus faits en fibres de jute mais en plastique, etc. Mais bref, imaginez, si dans le pays de la plus grande flotte de bateaux au monde, ils pouvaient utiliser l'or qui pousse dans leurs champs plutôt que d'importer de la fibre de verre, qui est énergivore, les impacts écologiques, économiques et sociaux qu'en découleraient, vous imaginez ? Vous n'avez pas l'air. Et moi, j'ai imaginé... Ça doit être parce qu'il fait sombre, je ne vois pas vos yeux s'éclairer. Moi, j'ai imaginé ça, ça m'a donné de l'élan pour commencer des recherches sur la possibilité d'utiliser la fibre de jute dans la construction navale. Et grâce à l'aide d'amis comme Yves Mar, qui était le patron du chantier naval dans lequel je travaillais, Marc Van Peteghem, qui est un architecte naval reconnu dans la course au large, j'ai pu commencer des recherches et aller jusqu'à fabriquer un petit bateau de pêche qui s'appelle Taratari, qui est fait à 40% en fibre de jute, 60% en fibre de verre. Et on a fait le bateau un peu en mode expérience dans le garage. Et pour convaincre des mécènes et essayer de trouver de l'argent pour continuer les recherches et prouver la solidité du matériau, j'ai décidé de traverser à la voile jusqu'en France, depuis le Bangladesh. Ça a pris 6 mois. Il y a 14 000 kilomètres. Et c'était une vraie aventure parce que je savais pas j'avais pas des bases très solides de navigation. J'avais jamais navigué tout seul ou au large. Sauf si Belle-Île, on peut dire que c'est le large dans ce cas-là. Enfin bref. Et je suis passé dans des zones pas terribles comme le Sri Lanka qui sortait tout juste de la guerre ou le golfe d'Aden qui est l'endroit du monde où il y a le plus de pirates au mètre carré. La mer Rouge avec des vents super violents, quelquefois chargés de sable. Le canal de Suez, dont je ne veux plus entendre parler, à cause des problèmes administratifs. La Méditerranée, avec une fuite de 200 litres d'eau par jour. Mais bref, je suis arrivé en France, au bout de 6 mois, et j'avais prouvé que le matériau était résistant. Tellement résistant que j'ai une amie qui s'appelle Capucine, qui s'apprête à traverser l'Atlantique avec mon bateau. Et j'ai pu trouver des fonds pour continuer les recherches, et je suis reparti au Bangladesh, monter le projet Gold of Bengal avec l'association Whatever. Et on a commencé à 2 avec Harry, et puis petit à petit, il y a Pierre-Alain, Hélène, Louis-Marie, Arthur qui nous ont rejoints. Maintenant, on est 4 ingénieurs, 2 chargés de développement. On s'est installé dans une usine de production de toiles de jute qui est à moitié perdue dans la jungle le long du Gange, mais c'est l'endroit où on produit la meilleure qualité de jute au monde. Et en fait, on a fait des centaines d'éprouvettes, et on a mis au point un tissu de jute spécialement fait pour remplacer la fibre de verre. Et puis ensuite, on a commencé à fabriquer la chaîne de production de ce tissu-là, en réutilisant des machines de production de toiles de jute qui ne servent plus, pour que les industriels du Bangladesh puissent produire ce tissu. Et ensuite, on a fabriqué des prototypes, des objets de démonstration, pour montrer aux industriels du Bangladesh ce qu'on pouvait faire avec notre matériau. On a fabriqué un bateau en jute,
avec le chantier naval d'Ivmar. Bon, là, il est encore dans le moule, mais en fait, c'est qu'on l'a sorti juste avant que j'arrive en France. J'ai pas eu le temps de prendre une photo. On a aussi fabriqué du mobilier avec un industriel du meuble. Ça, vous pourrez le voir au salon Maison et Objets en janvier. Et on a même fabriqué un surf avec une école de surf du coin. Dans un grand nombre d'applications, ça c'est pour après, mais parce que vous ne pouvez pas comprendre dès maintenant. Dans un grand nombre d'applications où on utilise de la fibre de verre, utiliser de la fibre de jute, ça coûte moins cher et ça a un meilleur impact écologique, économique et social pour le Bangladesh. Du coup, on espère que d'ici quelques années, ils vont pouvoir utiliser l'or qui pousse dans leur champ plutôt que d'importer de la fibre de verre. Et quand on prend un peu de recul sur cette histoire, avec l'équipe, on voit qu'en à peine 2 ans, avec un budget qui était ridicule, avec une bande de jeunes à peine sortis d'études, on a réussi à faire une innovation qui peut avoir un impact à l'échelle carrément du pays. Et du coup, ça nous a donné de l'élan, encore une fois, pour commencer à se renseigner sur les résines naturelles et sur les autres fibres, comme le bambou, le kénaf, le sisal. Et maintenant, notre rêve, c'est de faire un espèce de centre de recherche où des jeunes du monde entier et des jeunes bangladais viennent développer des matériaux adaptés au Bangladesh. Puis en faisant des simples transferts de technologie, mais vraiment en mixant nos compétences techniques de l'Occident et c'est notre côté MacGyver, vous comprenez ceux qui ont reconnu, mixer notre côté MacGyver avec les compétences et les ressources locales, pour que le Bangladesh puisse un petit peu mieux se développer en fonction des particularités de son territoire. MacGyver avec un paysan bangladais. C'est pas fini. Parce que, pour conclure, il faut avouer que changer les surfs et les bateaux de verre aux jutes au Bangladesh, ça n'a pas changé le monde. Mais par contre, je suis convaincu que ce modèle de synergie entre les pays occidentaux et les pays en voie de développement, lui, s'il est répliqué à grande échelle et dans tous les domaines, il pourrait vraiment avoir un impact visible depuis la Lune.